l'épargne des ménages. Alors, définition d'abord, et puis on va voir un petit peu ce que la théorie économique nous a dit de l'épargne. Donc, définition, c'est très simple. Vous savez que revenu égale consommation plus épargne. Donc, vous isolez l'épargne. Donc, l'épargne est la partie non consommée du revenu. Voilà une définition qui se suffit amplement. La partie non consommée du revenu. Alors, pour les néoclassiques, l'épargne est une consommation différée dans le temps. C'est intéressant, ça. Je m'abstiens aujourd'hui de consommer pour pouvoir consommer plus demain. Pour réaliser cela, j'ai besoin de épargner aujourd'hui pour disposer d'un plus grand pouvoir d'achat demain. D'accord ? Et d'ailleurs, dans la même conception, les néoclassiques disent que le taux d'intérêt qui rémunère l'épargne ordinaire, eh bien, c'est le revenu de l'abstinence. On me rémunère parce que j'ai décidé de ne pas jouir de mon argent en achetant des biens qui vont satisfaire mes besoins. Et que je l'ai prêté à quelqu'un d'autre qui, lui, va faire ça à ma place. Et donc, la rémunération qu'on va me donner, c'est ça, c'est le prix de l'abstinence. D'accord ? Ça, c'est une conception dominante, si vous voulez, de l'épargne. Donc, ça veut dire que l'épargne permet d'augmenter le revenu et la consommation future. Sur les biens durables, c'est particulièrement clair à comprendre. Voilà, avant l'invention du crédit à la consommation, parce que lui, il va tout changer, évidemment. Mais avant qu'il y ait le crédit à la consommation, les gens mettaient de côté de l'argent pour pouvoir s'acheter, au début de l'électroménager, un lave-linge, par exemple, ou un réfrigérateur. Aujourd'hui, ce serait une voiture, s'il n'y avait pas le crédit à la consommation. Alors, pour les keynésiens, l'épargne, c'est un autre statut. En fait, ça n'en a pas. L'épargne, c'est un reste. C'est ce qui reste, un résidu. Et le résidu, il est d'autant plus important que le revenu l'est. Donc, c'est un résidu qui augmente avec le revenu. Vous vous rappelez la fonction de consommation keynésienne, où on voit l'apparition et le développement de l'épargne avec le revenu. Alors, les fonctions de l'épargne, à quoi ça sert l'épargne ? D'abord, l'épargne volontaire va permettre de financer une dépense future. Attention, cette dépense n'est pas forcément une consommation. Ça peut être un investissement. Pensez aux entreprises. L'épargne des entreprises va être utilisée pour autofinancer des investissements. Mais même un ménage. Un ménage, il peut utiliser son épargne logement pour se rendre propriétaire d'un logement. D'accord ? Donc l'épargne est là pour financer une dépense future. Cette dépense peut être un investissement ou une consommation. Et puis, autre fonction, l'épargne génère un revenu supplémentaire. Et oui, l'épargne est rémunérée. Donc, taux ordinaire, c'est le taux de la caisse d'épargne. Mais si l'épargne est bloquée pendant un certain temps, la rémunération peut être beaucoup plus importante que le taux de la caisse d'épargne. Donc, c'est une motivation. Il y a des gens qui épargnent pour tirer un revenu de leur épargne. Alors, à l'intérieur de ça, l'épargne de précaution, donc là, c'est une fonction très particulière puisque elle a une fonction de rassurance, pour reprendre le terme que j'employais tout à l'heure, puisqu'elle est destinée à couvrir des risques et des incertitudes liés à l'avenir. Et elle répond strictement à un besoin de sécurité. Donc, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, il n'est pas étonnant de constater que le taux d'épargne dans notre pays augmente. Puisque les gens sont inquiets, ont une perception relativement négative de l'avenir, et donc, ils ont un besoin de sécurité, ils constituent une épargne de précaution. Alors, qu'est-ce qui fait que dans un pays, on va plus ou moins épargner, parce que je vous rappelle quand même, il y a des différences extraordinaires. Dans le monde anglo-saxon, les taux d'épargne, ils sont proches de 2%. Nous, on est aujourd'hui de l'ordre de 16 à 17%.
Donc il y a des vraies différences de comportement d'épargne en fonction des individus, mais aussi en fonction des peuples. Alors qu'est-ce qui détermine le niveau de l'épargne? D'abord, le montant et les perspectives d'évolution du revenu. Comment ça fonctionne? Plus le revenu est important, plus l'épargne va l'être. Facile, les besoins sont satisfaits relativement facilement, et donc il reste beaucoup plus de liquidité à épargner. Donc pour le montant, c'est facile à comprendre. Alors pour les principes, pour l'évolution, d'après vous, si un ménage pense que son revenu va doubler dans les 24 prochains mois, d'après vous, qu'est-ce qu'il fait en termes de consommation? Quel va être son comportement par rapport à cette croyance, qui est parfois une croyance objective, parce que, tout simplement, l'individu, enfin un des deux, a un contrat qui prouve qu'il va augmenter son revenu. Généralement, on s'aperçoit que ces gens, ils anticipent l'augmentation de revenus et qu'ils commencent à consommer comme s'ils avaient déjà perçu cette augmentation de revenus. Alors, ils savent que bientôt, ils gagneront ça, donc je m'endette ou je désépargne si j'avais un peu d'épargne de côté, en attendant que le moment de l'augmentation réelle du revenu arrive. Donc il y a une anticipation. De la même manière, ou à l'inverse, ce que je vous disais tout à l'heure, quand les gens anticipent, mais alors d'une manière objective ou totalement subjective, qu'ils vont avoir une perte de revenus, à cause de la crise économique par exemple, et là ils s'abstiennent de consommer des biens durables et ils épargnent. Donc, effectivement, les perspectives d'évolution du revenu sont très très importantes pour comprendre ce que vont faire les gens du point de vue de leur capacité à épargner. Ça dépend aussi de la couverture collective des risques. Alors, c'est quoi la couverture collective des risques? C'est par exemple la protection sociale. Alors c'est très paradoxal chez nous, parce qu'on a une bonne protection sociale, en tous les cas par rapport aux pays anglo-saxons, personne ne va contester ça, et pourtant on a un taux d'épargne qui est 800% supérieur au leur. Donc il y a une véritable énigme derrière tout ça. Alors est-ce que c'est finalement la couverture collective des risques ou le risque que cette couverture ne s'atténue? Je crois que c'est plutôt ça qui joue. C'est-à-dire que les Français sont en train de se rendre compte qu'il va falloir qu'ils consacrent de plus en plus d'argent personnellement à financer le delta de consommation médicale que la sécurité sociale et que leurs mutuelles ne leur rembourseront plus désormais. Et qu'il va falloir qu'ils mettent un peu plus d'argent de côté volontairement pour avoir une retraite digne, parce que le niveau des retraites, du fait des réformes, va baisser. Donc c'est le sentiment de dégradation de la couverture des risques, de la couverture collective des risques, qui provoque ce comportement d'épargne. Aux États-Unis, c'est simple, ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas de couverture sociale digne de ce nom, hormis pour les très pauvres et hormis pour les personnes âgées. Donc chacun finance sa consommation, mais ça ne change pas en même temps. Donc, il n'y a pas de risque supplémentaire qui est lié à ce type de consommation. Alors l'évolution des prix, on l'a dit tout à l'heure, quand les prix augmentaient violemment, on vide la caisse d'épargne. Pourquoi on vide la caisse d'épargne? Parce qu'on sait que ça va nous ruiner, que l'épargne va fondre comme neige au soleil. Un des effets les plus négatifs de l'inflation, c'est sur les épargnants. Parce que ça mange leur capital, comme on dit. Donc là, on désépargne. On utilise son argent. L'évolution des taux d'intérêt et du rendement des actifs financiers. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui se passe quand les taux d'intérêt augmentent? Eh bien, tout naturellement, on a dit que c'était une démotivation de l'épargne, trouver un revenu supplémentaire. Et donc, évidemment, les gens vont épargner davantage pour bénéficier de ce revenu. C'est même arrivé, et c'est une aberration de notre histoire économique, en France, dans les années 90, les taux d'intérêt réels étaient tellement élevés que les entreprises françaises ont, sur quelques années, quasiment arrêté d'investir, investissement productif, pour placer leur argent, pour placer les bénéfices sur les marchés financiers. Parce que la rentabilité financière
de ces produits était supérieure à la rentabilité des investissements. Là, c'est le monde à l'envers. Si vous voulez, c'est l'entreprise qui se transforme en banquier. Et ce n'est pas vraiment sa vocation, a priori. Donc, cette motivation par le revenu qui est représenté par le taux d'intérêt est une motivation qui, évidemment, peut exister. Et puis, le degré de confiance dans l'avenir, là, c'est simple. J'ai confiance, je n'ai pas besoin d'épargner, puisque demain sera plus beau qu'aujourd'hui. Par contre, si je me méfie, et que je pense que demain sera beaucoup plus horrible qu'aujourd'hui, eh bien, je mets des billes de côté pour affronter ce demain. C'est assez simple à comprendre. Les possibilités d'endettement. Alors, le crédit à la consommation, enfin le crédit d'une manière générale, est fait pour qu'on puisse se passer de l'épargne. Avant, pour dépenser, il fallait avoir l'argent. Donc, comme le revenu ne le permettait pas, souvent, cet argent, on ne pouvait l'avoir qu'en l'ayant épargné progressivement dans le temps. Évidemment, le crédit à la consommation, c'est magique, car vous consommez avant d'épargner, en quelque sorte. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez l'argent, vous consommez, et votre remboursement, c'est de l'épargne forcée, on va dire. Parce que vous ne pouvez pas faire autrement que de la mettre de côté, contrairement à une épargne volontaire. Donc on a inversé les deux temps. Très agréable pour le consommateur. Sauf s'il a totalement consommé et détruit le bien, avant d'avoir fini de le financer. Ça peut être un inconvénient important du crédit à la consommation. Bref, les possibilités d'endettement sont très très intéressantes et permettent d'expliquer pourquoi on a besoin de moins d'épargne aujourd'hui qu'avant sa création, tout simplement.